la une de cette édition de l'actualité, le 33e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce jour à Addis Abeba. La question libyenne et la sécurité au Sahel sont au centre de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Des engagements sont pris ce samedi pour une Afrique plus solidaire et des Nations Unies plus audacieuses. Le compte-rendu de la rencontre à suivre dès le début de ce journal. Des personnes âgées qui mendient pour assurer leur pain quotidien. Le spectacle est désormais omniprésent au Carrefour, dans les rues, dans la capitale burkinabé, et l'on s'interroge sur la solidarité légendaire africaine envers les personnes du troisième âge. Alors, est-ce le recul de nos valeurs traditionnelles? La réponse à suivre dans quelques instants. Les femmes de la boucle du Moun qui ont des préoccupations spécifiques et elles les confient à leur ministre de tutelle à Dédougou. La rencontre a lieu en prélude au Forum national des femmes et la cité de Bangui qui accueille le lancement de l'opération d'enrôlement des Burkinabés de l'intérieur. C'est demain, le coup d'envoi sera donné demain. En attendant, on va retrouver Sanoua Christine Koulibaly en fin d'édition sur place pour les derniers préparatifs. Bonsoir, merci de suivre cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Des appels forts à la solidarité de la part des chefs d'État du G5 Sahel lancés ce samedi à Addis Abeba par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le secrétaire général de l'ONU qui demande un mandat plus robuste de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies et des financements plus pérennes. Le 33e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui veut relever le pari de faire taire les armes en 2020 sur le continent. Et la question libyenne et la sécurité au Sahel sont au cœur de la réunion du Conseil de sécurité de l'UA qui s'est tenue samedi dans la capitale éthiopienne. Le compte rendu avec notre envoyé spécial à Addis Abeba, Olopoda. Une solution définitive à l'urgente question libyenne, c'est la volonté affichée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui soutient que la situation en Libye est à la base des récurrentes attaques terroristes dans le Sahel. Le président du Faso, président du G5 Sahel, a présenté à ses pairs africains la situation d'extrême fragilité que vivent ses concitoyens du fait du terrorisme. Roch-Marc Christian Kaboré a dépeint une situation de son pays qui appelle à agir en faveur de cette nation et de ses fils et filles. Les massacres, selon lui, ont causé le déplacement de plus de 600 000 Burkinabés fuyant les exactions et devenus des réfugiés dans leur propre pays. L'urgence pour lui commande des engagements fermes au regard de la situation sécuritaire difficile au Sahel. Au-delà, je dirais, des constats que nous pouvons faire de la situation sur le terrain, et que nous demandons au Conseil de sécurité de paix de prendre des engagements beaucoup plus fermes, où l'Afrique est plus engagée, où l'Afrique apporte sa contribution à la résolution de ces problèmes de terrorisme qui aujourd'hui peuvent être vus de loin en disant que ça ne concerne que le Sahel ou que ça concerne que les pays du bassin du lac Tchad. Mais je dirais que ces pays-là constituent pour le moment des digues qui, une fois qu'elles sont, je dirais, déboulonnées, vont entraîner un envahissement du terrorisme dans l'ensemble de l'Afrique. À cette réunion initiée à la veille de l'ouverture du 33e sommet de l'Union africaine, les pays du G5 Sahel plaident pour une solidarité plus rapprochée au niveau sous-régional, régional et international dans cette lutte contre le terrorisme. Au niveau sous-régional, la CEDEAO a déjà pris un certain nombre d'engagements dans la lutte contre le terrorisme, en prévoyant un financement d'1 milliard par les États de dollars et 1,3 milliard qui sont des financements recherchés dans le cadre d'engagements qui sont beaucoup plus économiques, qui sont beaucoup plus préventifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au niveau de la CEDEAO. Au niveau de l'Union africaine, il y a des soutiens qui sont certainement politiques pour le moment, mais nous pensons qu'il faut franchir ce Rubicon maintenant. L'heure n'est pas simplement à faire des déclarations d'appui, de considération de lutte contre le terrorisme, mais il faut quitter les sentiers battus pour que nous puissions vraiment montrer la solidarité, aussi bien financière que dans l'action de la lutte contre le terrorisme. Et au plan international, comme vous le savez, la dernière réunion de Pau a été l'occasion de créer cette coalition internationale de lutte contre le terrorisme. Et cette coalition dans laquelle les pays de Sahel
Et on laissait la porte ouverte à tous ceux qui veulent participer, aussi bien, je dirais, dans la lutte contre le terrorisme militairement que économiquement en termes d'amélioration des conditions. Et nous avons estimé qu'il était important que ces conclusions-là également soient endossées par l'Union africaine et pour que ça ait beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'éléments d'entrée au niveau international. Donc, c'est aujourd'hui que s'ouvre dans la capitale éthiopienne la session ordinaire des chefs d'État et de gouvernements africains. Un rendez-vous qui sera dominé par la question des conflits armés en Afrique. Et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est investi du mandat de proposer au sortir de ce sommet des solutions adaptées pour régler définitivement la crise en Libye et dans l'espace sahélien. Le chef de l'État burkinabé à Addis Abeba a accordé plusieurs audiences. Le président du Faso a reçu cet après-midi le président du Conseil européen Charles Michel. Au centre de leurs échanges, la question sécuritaire dans l'ensemble de la région sahélienne et au Burkina Faso en particulier. Le président du Conseil européen a exprimé la solidarité des citoyens européens face aux attaques qui ciblent, en plus des militaires, des populations civiles. Rochmar Christian Kabore a accordé également une audience au Premier ministre de la Norvège, Mme Erna Solberg. En plus de la situation sécuritaire, il a été question de santé, d'éducation et de coopération entre les deux pays. Mme Solberg a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Burkina Faso, notamment en matière de formation militaire. Le président du Faso a enfin accordé un entretien à Mme Michelle Bachelet, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a présenté ses condoléances au chef de l'État pour toutes les victimes du terrorisme. Nous reviendrons plus largement sur ces audiences au cours de nos prochaines éditions. Retour à l'actualité nationale et nous allons tout de suite à Bobo-Dioulasso où les jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès réaffirment leur soutien à la candidature du président du parti Edi Komboego à la présidentielle de novembre 2020. La jeunesse du CDP à l'occasion de la nouvelle année veut marquer une pause ce dimanche pour faire le bilan de 2019 et évoquer les perspectives d'avenir. Et la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an est le cadre idéal pour cela. Le compte-rendu de la cérémonie avec Karim Ilboudo et Ismaël Saturne Paris. Amorcer l'année 2020 dans la paix, la santé et la victoire, c'est tout le sens donné à cette cérémonie de présentation de vœux, voulue par la jeunesse du Congrès pour la démocratie et le progrès de la province du Oué. Moment de retrouvailles et de communion selon ces jeunes, mais aussi moment propice pour faire la rétrospective de l'année 2019 en vue de mieux se projeter vers l'avenir. L'année 2019 a été pour nous un grand moment d'apprentissage en termes de fermeté, d'humilité et de tolérance. Fermeté, car sans discipline et rigueur, aucun parti politique dans le monde ne peut aspirer remporter de grandes batailles, surtout dans le contexte burkinabé actuel, marqué par une adversité féroce où tous les coups sont fermés. Nous, les jeunes du CDP, avions compris que le CDP est un grand parti ouvert à toutes les sensibilités, car les divergences, l'un de nous affaiblit, nous renforce et nous enrichit. Cette cérémonie est le lieu pour ces jeunes du CDP d'inviter leurs militants et sympathisants à resserrer les rangs pour une victoire de leurs candidats aux prochaines élections. Pour nous, c'était voir comment retoucher les maillots et pour que se donner la force et redynamiser en fait la jeunesse pour conquérir les élections de 2020. L'année 2020, c'est une année électorale. Et la jeunesse est l'espoir de tout un parti politique. Si la jeunesse est organisée et dynamique, je crois que les élections de 2020 seront remportées par le CDP à 100%. Tout au long de leur discours, les jeunes du CDP du Oué n'ont pas manqué l'occasion de réitérer leur soutien au président du parti Edi Komboego aux échéances électorales prochaines. Ils disent avoir foi que leur candidat sera le nouveau locataire du palais de Kosiam après le scrutin de 2020. Nous restons à Sia où le centre agricole polyvalent de Maturku étoffe son dispositif de formation avec l'installation en son sein d'une unité de transformation agroalimentaire, une unité à double vocation
pédagogique et économique selon les responsables des lieux, puisque cette unité va permettre de générer des revenus pour relever le défi d'autonomisation du centre. Coût de la réalisation, plus de 500 millions de francs CFA, un financement de la coopération allemande en collaboration avec l'État et Nafaso. La cérémonie d'inauguration se déroule en présence de Hassan Gourabou et Kadou Romenki. L'événement est à la hauteur des ambitions. Les acteurs du monde agricole célèbrent ici l'inauguration d'une unité de transformation agroalimentaire. Première du genre, c'est une unité industrielle à double vocation, économique et pédagogique. Pédagogique parce qu'il est implanté dans le centre agricole polyvalent de Matoukou. Et cela va permettre aux élèves de pouvoir bénéficier, de pouvoir se former dans la pratique sur l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous inaugurons l'unité pour le décortiquage de riz, mais une autre branche qu'on va greffer après, c'est l'extraction et la filtration d'huile de sésame. Implantée ici au centre agricole polyvalent de Matoukou, cette unité se veut un modèle qui pourrait inspirer les autres écoles de formation professionnelle. Une industrie qui va sans nul doute contribuer à l'amélioration des revenus des petits producteurs. Je pense qu'avec une unité moderne comme ça, avec des produits soigneusement traités, nous devrons normalement donc pouvoir rajouter de la quantité dans la production nationale et derrière on peut faire effectivement la commercialisation. On aime le projet et ce n'est pas seulement un soutien financier, aussi technique par des experts, c'est parce qu'il a créé d'emplois par la formation. Cette unité de transformation agroalimentaire est entièrement financée par la coopération allemande à hauteur de 700 millions de francs CFA. Sa gestion est assurée par la Nafaso, un exemple de partenariat État-privé apprécié positivement par les différents acteurs. À Koulkouldi, dans le Sanguier, c'est une autre infrastructure dont on salue la réalisation puisqu'elle devrait permettre aux enfants du village de bénéficier d'une éducation de qualité et dans de meilleures conditions. Il s'agit d'un complexe scolaire qui met fin à l'école de fortune dans le village. Construit avec l'appui des engagements nationaux, le complexe scolaire est composé de 3 classes et de plusieurs équipements, le tout estimé à plus de 30 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a lieu ce vendredi en présence de Issa Kafando et Maxime Zongo. Le chef de l'État, dans son programme présidentiel, s'est engagé à effacer toutes les écoles, sous-payotes ou autres abris précaires. Koulkouldi, un village de Ténado dans le Sanguier, avec plus de 7000 habitants, dont de nombreux enfants étaient encore contraints de courir derrière le savoir dans des abris de fortune, voit ainsi son rêve se réaliser. Vous avez vu avec moi donc le nombre d'enfants que nous avons qui ont besoin d'une éducation de qualité, gage de leur développement, mais aussi du développement de notre pays. Et c'est ainsi que justement cette école, parce que là on a 4 écoles, on a Koulkouldi A, B, C et D, donc cette école Koulkouldi D était totalement sous payotte et donc c'est dans ce cadre-là justement que le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence donc a bien voulu accompagner donc les efforts donc du ministère en charge de l'éducation en mettant en œuvre aussi avec nous donc le programme présidentiel. Cet appui vient ici renforcer des efforts déjà accomplis par la commune qui s'était déjà illustré dans la réalisation d'infrastructures scolaires. Déjà, le conseil municipal en lui tout seul a investi plus d'1 milliard 64 millions dans le domaine de l'éducation. Et ces efforts relevant donc des engagements nationaux sont une contribution inestimable pour résorber les questions de déficit dans l'infrastructure scolaire et surtout dans le domaine du primaire. Le complexe est composé de 3 salles de classe équipées, un bureau pour le directeur, un magasin, un bloc de latrine et un fourrage. Et puis les femmes de la région de la Boucle du Moun qui confient leurs préoccupations à leur ministre de tutelle, des préoccupations qui sont d'ordre sécuritaire et socio-économique.
La rencontre avec les femmes dans la cité de Bangui à la faveur des préparatifs du Forum national des femmes est placée, comme dans toutes les régions, sous le signe de la sécurité, de la crise sécuritaire dans le pays et les meilleures stratégies de résilience de l'autre moitié du ciel. On voit cela avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Ce forum a pour objectif, entre autres, de jeter un regard rétrospectif sur les doléances soumises au chef de l'État en 2018 pour la promotion de l'autonomisation de la femme. Un forum qui a réuni ici à Dédougou les femmes venues des 6 provinces de la région de la Boukou du Mouhoun. Au cours de ce forum, nous allons parler des acquis sur la protection et la promotion des femmes au Burkina Faso. Et ensuite, nous allons voir les engagements que le président du Faso a pris lors du 5e forum. Nous allons voir le taux d'exécution de ces engagements et voir les insuffisances pour qu'elles aussi, à leur tour, quand elles seront devant son Excellence le président du Faso, qu'elles disent soit leur satisfaction ou leur mécontentement. Mais pour notre part, en tant que ministre en charge de la femme, nous sommes satisfaits des résultats, hormis les infrastructures où nous connaissons le contexte budgétaire qui est difficile. Nous avons pu aujourd'hui satisfaire la majeure partie des préoccupations des femmes. Les résultats sont donc satisfaisants dans l'ensemble. Ici, dans la Boukou du Mouhoun, le programme mis en place par le chef de l'État a permis d'offrir des microcrédits aux femmes, selon la coordinatrice régionale des femmes. En plus de ces microcrédits, plusieurs projets sont réalisés et d'autres en cours de réalisation. Jusqu'au programme d'autonomisation économique des femmes, on va essayer en faire en sorte que déjà on puisse décentraliser pour que toutes les femmes au moins des provinces puissent bénéficier. Ça c'est bien. On va augmenter le nombre également. Je sais qu'au niveau du FAF également, je pense qu'en ce temps, il y avait des montants qui étaient planifiés à 50 000, 100 000 francs, mais aujourd'hui on peut aller jusqu'à 10 millions. Donc pour la Boucle du Monde également, on avait réussi à insérer une unité de production en fait d'huile de sésame. Je pense que les travaux doivent démarrer bientôt. Les machines ont été commandées et notre région aura ça. À l'occasion de ce forum, l'Orange Marshal Ilboudo a procédé à une remise symbolique des paris 8 mars aux femmes de la région. Nous restons à Dédougou pour le lancement de l'opération d'enrôlement des Burkinabés de l'intérieur. C'est demain que sera donné le coup d'envoi. Sanoua Christine Koulibaly et toutes les équipes de la RTB sont sur place pour vous faire vivre le lancement de cette opération. Christine, bonsoir. Où en est-on avec l'organisation à la veille du lancement? Des soucis de son, nous allons tenter d'y remédier d'ici à la fin de cette édition. Nous allons poursuivre ce journal et on va s'intéresser au métier de courtage qui consiste à servir d'intermédiaire pour une transaction entre un vendeur et un acheteur. Nous allons dans la région de l'Est où la pratique est courante, notamment sur les marchés de bétail. À Fada, l'association Mbarké du marché de bétail est composée de 32 courtiers qui sont à jour de leur permis d'exercer depuis 1992. Comment cela fonctionne-t-il sur le terrain? La réponse avec Yves Moyenga. Yves Moyenga est l'un des 32 courtiers qui ont le droit d'exercer ce métier au marché à bétail de Fadangourma. Entendez par courtier un intermédiaire entre celui qui vend son animal et l'acheteur. Pour ce faire, il y a tout un processus. Si quelqu'un amène son animal, je suis son courtier. Donc quand au moment de la vente, l'acheteur donne 2000 francs et celui qui a amené le bœuf donne 1000 francs. Donc ça donne les 1000 francs là que moi je vais enlever 200 francs pour qu'il mange. Bon. Les 2000 francs, quand je prends ça, ceux-là, les élèves qui m'aident à faire les tickets et ceux-là qui gardent la porte, c'est de là-bas que je fais le partage et le reste me revient.
Nous avons notre spécialité depuis 1992. Nous sommes au nombre de 32 courtiers sur le marché. Même si l'animal t'appartient, c'est à eux qu'il faut confier pour pouvoir vendre cet animal au niveau du marché à bétail. Parce que tout ce qu'il y a comme problème, c'est lui qui répond. Il y a des animaux volés, il y a des animaux perdus, il y a la bagarre, il y a tout. Le propriétaire de l'animal verse 1000 francs CFA au courtier qui prélève 250 francs pour le parquage de l'animal. Les 750 francs restants entrent dans un autre circuit. Quand on paye un animal, vous avez vu que les gens qui sortent ici, et par animal, ils paient 750 francs par animal. Et les 150, ça va au trésor. Et celui qui est à ma droite, lui, il perçoit 100 francs, 100 par 100, c'est pour l'alimentation, c'est pour alimenter la caisse même de l'association. Moi, je perçois les 500 francs. Les 32 box là, c'est en location. Les box sont en location. Et donc, c'est les courtiers là qui ont loué ces box là. Les bleus sont marqués en fonction de leur destination. Le rouge, par exemple, c'est pour le Ghana, le bleu pour le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Togo. Des bleus de trait aux bleus d'embouche, il y en a de toutes les variétés. Cet autre compartiment est plutôt réservé aux petits ruminants. Et les règles de courtage sont différentes. Je suis venu vendre mes chèvres. Si je n'arrive pas à tout écouler, à la porte, je paie 200 francs par tête pour les faire sortir. Le courtier m'aide à vendre. Sur 2 têtes, je lui donne 1000 francs. Si on pouvait vendre nous-mêmes pour garder tout l'argent, ça pouvait nous arranger. Mais comme c'est la règle aussi, nous, on accepte. Le métier de courtage nourrit son homme, même s'il comporte beaucoup de risques. Le métier de courtage, vraiment, ça nous rapporte. Des fois, je peux avoir 200. Des fois, je peux avoir plus de 200. Bon, d'autres disent que nous, les courtiers, on gagne, c'est de l'argent facile. Façon que tu gagnes, c'est de cette manière que tu peux mourir aussi. Puisqu'il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup d'accidents ici. Et ici, c'est Dieu qui nous garde. Il peut confier les bœufs restants qui n'ont pas été vendus. Le berger peut venir dire que c'est perdu. Si on n'a pas vu, il est obligé de payer. Et s'il a vu aussi, il fait les frais qu'il a eu à dépenser pour retrouver l'animal et on le règle. Les courtiers évitent le courtage des animaux. Il n'est pas seul. Il y a des courtiers, il y a des aides-courtiers. Chaque courtier en masse 4 jeunes après lui qui l'aident à mobiliser les animaux sur place. Et si vous êtes seul, vous avez 50 têtes, vous ne pouvez pas les mobiliser seuls. Ce métier, dont la survie est liée à celle du marché à bétail, est durement touché par l'insécurité qui secoue la région. Et le souhait de tous est que ce marché, qui est l'un des plus grands de la sous-région, retrouve son lustre d'antan. Ibrahim Sanou, en médecine, 4 neurochirurgiens entièrement formés au Burkina Faso qui signent leur sortie ce 7 février à Ouagadougou. Ils ont suivi avec succès leur formation de 5 ans de spécialisation en soins traumatologiques et le jury international les juge aptes à exercer le métier au regard des difficultés qu'ils ont su surmonter. Le compte-rendu de la cérémonie de sortie de promotion avec Adama Guiti et Beleman Herman Nestor Toé. Après 5 années de formation, la première promotion des neurochirurgiens formés au Burkina est apte à se mettre au service de son pays. Au nombre de 4, la promotion a su allier théorie et pratique du métier malgré les conditions d'encadrement difficiles. La formation que nous avons reçue, de nous mettre aussi bien au niveau du Burkina Faso, au niveau de la sous-région, je dirais même du monde international, parce que nous recevons régulièrement chaque année un formateur français qui vient nous apprendre aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Donc nous pensons que si vraiment nous avons l'accompagnement, c'est sur le plan des compétences, nous les avons acquises. Nous pensons pouvoir faire face aux défis qui se présenteront donc à nous. Avec 90% des traumatismes liés aux accidents crâniens, les défis de ces neurochirurgiens restent encore énormes. Le ministre de la Santé s'est engagé à les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils nous ont prouvé qu'ils sont des durs et donc nous n'avons pas peur de les employer même dans des conditions difficiles. Mais nous allons travailler à améliorer les conditions de travail des agents de santé, que ce soit pour les neurochirurgiens et pour d'autres agents de santé. Les équipements en neurochirurgie coûtent cher. Nous allons travailler à améliorer le niveau d'équipement en neurochirurgie. Cette première promotion porte le nom de Bernard Irtoum en hommage à leur professeur pour son engagement dans leur formation.
Ces neurochirurgiens viennent ainsi renforcer le dispositif de prise en charge des patients de traumatisme au Burkina Faso. Voilà, toutes les conditions d'image et de son réunies. Nous repartons à Dédougou pour retrouver Sanoua Christine Koulibaly qui nous fait le point des préparatifs pour le lancement demain de l'enrôlement biométrique des Burkinabés de l'intérieur. Christine, où en est-on exactement? Bonsoir Marguerite Douagneau, j'espère que vous nous recevez actuellement. Bonsoir aux téléspectateurs de la RTV et bienvenue dans la cité des Banquis. Vous l'avez dit, c'est ici que sera donné le coup d'envoi de l'opération d'enrôlement des Burkinabés de l'intérieur. Et vous le voyez autour de moi, tout est fait prêt ici dans la salle polyvalente de Dédougou. Et pour en savoir davantage, je reçois pour vous le président de la CENI, M. Newton Ahmed Bari. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Madame Koulibaly. Avant de parler de l'opération de demain, jetons un regard sur l'opération d'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur qui a pris fin le 26 janvier dernier. Monsieur le Président, quel bilan de cette opération qui s'était donné comme objectif 2 millions de Burkinabés enrôlés? Vous me permettrez, Madame Koulibaly, avant de répondre à votre question, de m'acquitter d'un devoir. Je pense que c'est pour cela que les génies de Bangui n'ont pas permis que le premier essai soit le bon. J'ai amené du lait. Demain, ils auront le lait et il n'y aura pas de souci pour la cérémonie. Malheureusement, mes ancêtres ont besoin de diapalo. Non, on les a colonisés depuis longtemps. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée en ce qui concerne l'enrôlement des Burkinabés de l'étranger, effectivement, les chiffres aujourd'hui, au final, on est autour de 23 484 enrôlés à l'étranger. Voilà donc les chiffres arrêtés au jour d'aujourd'hui. 2 millions comme objectif de départ aujourd'hui, nous sommes à moins de 25 000. Visiblement, c'est un échec. Quelle analyse faire de cette situation, de cet échec-là? Non, pour moi, c'est une grande surprise. Je dis toujours une grande surprise parce que si nous avions eu 300 000, nous avions eu 500 000, à la limite, j'aurais considéré cela comme un échec parce que vis-à-vis, on avait un décollage. Sauf qu'on n'a même pas décollé. C'est la question fondamentale. Comment on peut partir d'aussi haut et se retrouver si bas? Parce que 23 000 à l'étranger des Burkinabés de Côte d'Ivoire, même une petite ville d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, si je dois dire, ferait ce chiffre-là sans coup férir. Donc il y a un problème et il faut faire donc évidemment un diagnostic de cette situation-là pour évidemment regarder en quoi où les choses n'ont pas marché. Alors, venons à l'opération de demain. Quels sont les objectifs chiffrés de l'opération d'enrôlement des Burkinabés de l'intérieur? Bon, en termes de chiffres, on attend 4 millions environ pour le fichier électoral à l'intérieur. Parce que vous savez que chaque année, selon les chiffres des institutions en charge avec la population, nous avons environ 600 000 nouveaux jeunes qui ont 18 ans. Depuis 2015, on n'a pas fait d'enrôlement. Donc si vous faites le total, vous vous retrouvez autour de ce chiffre-là. Mais si vous le rapprochez aussi au chiffre de l'ONI, qui est donc l'institution en charge de la carte d'identité, nous avons aujourd'hui environ 9 millions de Burkinabés qui ont 18 ans et plus, qui ont des cartes d'identité à jour, ou en tout cas actives. Et donc, quand vous enlevez évidemment le nombre de personnes que nous avons aujourd'hui sur notre fichier électoral, nous sommes donc en attente effectivement autour de 4 millions à enrôler. Concrètement, sur le terrain, comment va se dérouler l'opération? Concrètement, sur le terrain, évidemment, on va mettre dans chaque village, dans chaque secteur, un kit d'enrôlement, donc un poste d'enrôlement tenu par un opérateur de kit. Donc, sur cette sous-zone, parce que vous savez, au départ, on avait divisé le pays en 3 grandes zones. Et nous avons dû, pour des raisons liées au contexte, subdiviser les grandes zones en sous-zones. Nous commençons donc par une petite zone, donc la première sous-zone, qui va recevoir 1605 emplacements d'enrôlement. Donc, qui va correspondre à peu près autant de villages que je viens de citer, avec des opérateurs de kits, donc des postes d'enrôlement d'environ 1605. Évidemment, pour une population, dans le cadre par exemple du Mouhoun, vous avez environ, selon les chiffres officiels, quand je prends seulement la région du Mouhoun, environ une estimation de 790 000 environ de personnes qui ont la possibilité de figurer sur le fichier électoral.
Donc nous avons déjà environ 400 000 que nous avons pu enrôler par rapport aux enrôlements que nous avons fait par le passé. Donc il y a environ 500 000, autour de 500 000 que nous attendons quand on parle par exemple de la zone, de la région dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Monsieur le Président, qu'en est-il des conditions de travail des opérateurs de kits? Bon, c'est vrai que depuis ce matin, à notre grand étonnement, cela fait le buzz, évidemment. Mais aujourd'hui, vous savez que rien ne se passe sans buzz, malheureusement. Même parfois au risque d'exposer, c'est ça qui me fait particulièrement mal en tant que premier responsable de la CENI, la santé et la sécurité des personnes elles-mêmes qui font ainsi le buzz sur la toile. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où ce type évidemment de buzz n'est pas forcément le bon. Voilà comment les choses se passent. Nous avons, au niveau de la CENI, et ce n'est pas aujourd'hui, pour un opérateur de kit, il est payé 17 000 francs jour. 17 000 francs jour. Pour un aide opérateur, il est payé 3 500 francs jour. Pour un superviseur, donc qui est Bac+, donc autour de l'ingénieur informatique, il est payé 30 000 francs jour. Ces chiffres-là, nous les avons toujours communiqués. Et nous sommes surpris, évidemment, de ce ramdam autour de la question, d'autant surpris même que jusqu'à présent, nous n'avons pas de contrat avec les jeunes. Parce que pour même boycotter, il faut avoir été contractualisé. Sauf qu'aucun d'eux n'est en contrat avec la CENI. Donc c'est 17 000 francs par jour, ça figure sur le contrat. Celui qui ne veut pas, il ne signe pas. Donc vraiment, il n'y a pas à faire tout ce ramdam. Alors, Monsieur le Président, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à la veille du lancement de l'opération d'enrôlement des Burkinabés de l'intérieur? Madame Koulibaly, ce que je dois dire, c'est que c'est maintenant que les élections de 2020 se jouent. Parce que c'est à partir de cette période que, évidemment, ceux-là qui vont être les éléments déterminants du vote, le 22 novembre, vont être déterminés. Celui qui ne s'enrôle pas maintenant, c'est qu'il a décidé de s'exclure du reste du processus. Et c'est dommage. Donc c'est pour cela, j'invite tous les Burkinabés, et particulièrement les jeunes, parce que vraiment à eux on s'adresse, ceux qui ont 18 ans et plus, sachez que c'est le moment de faire la décision, de vous enrôler sur le fichier électoral. Et votre voix va compter, parce qu'il s'agit de votre avenir qui se construit à partir de maintenant. Donc particulièrement les jeunes et aussi les femmes, parce que c'est une des composantes les plus importantes de notre population. Et c'est pour cela que la CENI, pour cet enrôlement, a dédié une campagne spéciale aux 18 ans et aux femmes. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi qui nous avez reçus chez vous. Avant de nous quitter, je rappelle que le lancement de l'opération d'enrôlement des Burkinabés de l'intérieur sera retransmis en direct sur la RTB à partir de 9h. Madame Douaniho, à vous l'antenne pour la suite de l'édition. Merci Christine. On vous retrouve demain à partir de 9h pour la retransmission en direct du lancement de cette opération d'enrôlement des Burkinabés de l'intérieur depuis Dédougou. Vous restez avec nous pour ce constat qui fait réfléchir plus d'un. Vieillir en milieu urbain est devenu très difficile au Burkina Faso. Il est devenu courant de rencontrer des personnes du troisième âge à des carrefours dans la capitale, commandant de quoi assurer leur pitance quotidienne. Pauvreté ou échec sont des enfants, sont quelques raisons avancées par ces mendiants de grand âge qui normalement n'ont rien à faire dans les rues. Alors, cette question, que devient la solidarité légendaire envers les personnes âgées chères à la société africaine? Suivez plutôt ce dossier de Amandine Lalsaga pour la réponse. Debout, la main tendue ou assise aux abords du goudron, se faufilant parfois entre les usagers de la circulation avec tous les risques. Ces personnes du troisième âge vivent chaque jour de la générosité des usagers. Une scène devenue ordinaire dans la capitale burkinabé. Aminata Compaoré est ici, au fait tricolore, avenue Charles de Gaulle. Elle a 92 ans. Veuve depuis plus de 40 ans, elle attend qu'un passant laisse parler son cœur.
Je gagne entre 750 et 1000 francs CFA par jour. Je suis malade, je n'arrive même plus à marcher et le soleil me fatigue, ça me donne des maux de tête. Mais je n'ai pas le choix. J'ai eu 8 enfants, mais beaucoup sont morts. Il me reste 3 filles, mais elles ne s'en sortent pas non plus. Donc je suis obligée de mendier. Tout comme la vieille Aminata, Aruna Malvoyant est sur ce carrefour. Il a 73 ans. Lui aussi compte sur la solidarité des passants pour s'offrir un repas. Souvent, j'ai 200 ou 300 francs par jour, mais il arrive parfois que je gagne 3000 francs CFA. Voici ma fille aînée. Elle est veuve et elle a 5 enfants. Elle est revenue pour m'aider à mendier. C'est ce que je fais pour m'occuper de mes enfants depuis que mon mari est décédé. J'ai pu scolariser 2 enfants. Mais si on m'aide, je vais repartir au village pour m'occuper de mes enfants. Des personnes du 3e âge, ces trésors, piliers de la cellule familiale selon les traditions africaines, se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Un phénomène grandissant qui choque certains Ouagalais. C'est une grande désolation et ça écorche effectivement notre image. La plupart de ces vieilles-là, c'est des gens qui ont été bannis dans leur famille pour une cause de sorcellerie ou quelque chose quelconque. Bon. D'autres aussi, c'est l'échec de leurs enfants qui les amène sur les rues. Bon, c'est un problème d'éducation. Sinon, comment une femme peut... Un enfant va laisser sa maman sortir dans la rue. Pour la vie d'aujourd'hui, les enfants ils veulent être seuls, surtout la femme, elle veut être seule avec son homme pour vivre. Donc ça laisse derrière et la pauvreté. Si tu veux vivre avec ta femme et tu abandonnes ta famille, tu vas chercher une autre maison, laisser tes parents. Voilà. Ça entraîne la pauvreté et malentendu. Quand cela nous tienne, c'est toute la société qui est interpellée par la présence de ces personnes du 3e âge dans la rue. Et au-delà des valeurs culturelles et ancestrales qui sont en perte, cette situation donne à réfléchir et repose avec acuité la problématique de la gestion des personnes du 3e âge. Il peut aussi avoir des solutions individuelles, parce que les ONG ou encore les associations par là peuvent œuvrer. Et je pense que c'est dans cette même voie que ces associations que l'on parle des fois qui ruinent la ville et qui parlent d'autres choses. C'est plutôt dans ces cas difficiles-là qu'il faut que les associations de défense ou de promotion des droits humains ou encore de lutte pour le bien-être de la personne humaine doivent œuvrer. Ailleurs, ces situations sont gérées de la sorte, en créant des pensionnats pour recevoir ces personnes âgées et trouver les moyens les plus adaptés pour pouvoir y arriver à leurs besoins. Ce serait en tout cas la solution serait en tout cas salutaire. En attendant, la vieille Aminata, qui est en location dans un quartier de la place, nous souhaite qu'une chose, trouver un endroit pour une prise en charge plus adéquate. L'association Managrenoma pour la protection des orphelins, elle œuvre depuis 25 ans pour le bien-être et l'épanouissement des personnes vulnérables au Burkina Faso. Et en un quart de siècle, AMPO a contribué à l'insertion socio-professionnelle, à la prise en charge sanitaire et psychosociale et à l'éducation de milliers de personnes. C'est tout à fait légitime donc de marquer une halte pour évaluer le chemin parcouru. Au nom de cette solidarité avec les couches les plus vulnérables, la commémoration du jubilé d'argent a eu lieu ce samedi 8 février à Ouagadougou. Suivons le reportage de Daouda Ouattara et Issa Kanana. 1995-2020, l'association Managrenoma pour la protection des orphelins AMPO a 25 ans.
25 ans à redonner sourire aux pauvres, à l'orphelin, à la personne handicapée, en un mot, plus de 2 décennies au service des personnes vulnérables. Et ce sont toutes ces œuvres que bénéficiaires, partenaires de l'ONG, saluent à travers leur présence en cette journée commémorative. C'est aussi l'occasion pour ces acteurs humanitaires de faire le bilan, mais aussi traduire leur reconnaissance à la fondatrice de l'ONG, celle-là même que les pensionnaires appellent affectueusement Maman Catherine. Que serions-nous sans Ampo? Que serions-nous sans vous, maman? Depuis 1995, vous avez été la première à donner refuge aux enfants de la rue. Maman Catherine, votre bienfait ne sera jamais perdu. Il s'éternisera et nous y veillerons. C'est incroyable ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et si je vois mes enfants, ceux qui sont là et aussi ceux qui sont longtemps dehors, et si je vois leur succès dans leur vie, ça c'est notre contribution de Ampo pour notre pays de Burkina Faso. En un quart de siècle, Ampo a contribué à l'insertion professionnelle, à la prise en charge sanitaire et psychosociale et à l'éducation de milliers de personnes au Burkina Faso. Des actions saluées par le département en charge de l'action humanitaire. Vous avez tous suivi ici ce qui a été fait dans plusieurs domaines, le domaine de la santé, le domaine de la réinsertion, le domaine de l'autonomisation socio-économique des filles et des femmes en difficulté, les enfants de la rue. Donc vraiment c'est un large programme avec leurs 11 sous-projets, leurs 7 grands projets. C'est des activités vraiment qui sont en plein dans les activités qui accompagnent vraiment énormément le gouvernement. Journée portes ouvertes, dons aux déplacés, conférences publiques, activités culturelles et sportives vont ainsi meubler les 25 ans de Ampo. Des activités qui vont s'étaler tout au long de cette année 2020. Et une conférence publique pour édifier le peuple sur le concept du péché. L'Église baptiste biblique, pour son rendez-vous annuel, anime le débat autour du péché, ses causes, ses origines et ses manifestations. Une conférence qui s'adresse principalement aux gouvernants car il s'agit de contribuer au développement du Burkina Faso en proie à l'instabilité due aux attaques des forces du mal. Selon le compte-rendu de Sié, Lassina Ouattara et Aimé Solange Digma. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, c'est souvent ce que l'on entend lorsque les gens essaient de montrer qu'ils ne font pas partie des personnes qui ont péché, lance le conférencier, le révérend Roger Nassan Eliou, qui décortique ici le concept péché. Pour lui, dans la Bible, le péché n'est pas simplement une liste de quelques fautes graves, c'est aussi une situation dans laquelle l'homme se trouve plus ou moins volontairement. Ces manifestations sont de diverses formes. Le premier indice, c'est le délire. Donc, quand vous voyez des gens qui sont toujours en train d'accuser, de condamner, de diffamer et de calomnier, c'est le délire. On dit le péché en position d'isolement, parce que le calomniateur ne sera pas devant toi pour te calomnier. Le deuxième indice, c'est le médium. Le péché en position médiane. Il se met entre deux individus et il les met en conflit. Le serpent est venu se mettre entre Dieu et Ève. Donc, tout ce qui touche au médium, c'est donc l'idolâtrie, la divination, le spiritisme, l'occultisme. Et donc, toutes ces choses-là, si quelqu'un se retrouve dedans, ça aussi, c'est un indice du péché. Troisième indice, c'est la séduction. Par cette conférence publique initiée chaque 2 ans, l'Église baptiste biblique entend contribuer au développement du Burkina. C'est un problème dans les nations, comment régler la situation du péché. Parce que c'est le péché qui est la cause de tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Les nouvelles maladies, les problèmes de guerre, les problèmes de gestion des peuples, les problèmes de gouvernement, c'est le péché qui est à la base. Donc si celui qui est la cause est cerné, discerné, et qu'on voit ces indices, et qu'on arrive à l'appréhender, je pense que des solutions durables vont, n'est-ce pas, s'abattre sur le peuple. Au cours de cette conférence, les participants ont également prié pour que Dieu délivre le Burkina des forces du mal. Lui trace les lignes d'un développement rapide du Burkina Faso dans son livre
Un développement qui passe par les forces vives et les richesses endogènes dont le pays dispose. Burkina Faso, du rêve à l'action, créons demain, c'est le titre de l'ouvrage de Lionel Bilgo qui est présenté au public ce vendredi. Un livre qui, selon l'auteur, brise le silence et demande aux devanciers de passer le témoin de la gouvernance à la jeunesse. La dédicace a lieu en présence de Oscar Soulama et Sekou Zongo. Aucun édifice n'est impossible à bâtir si nous y croyons et si nous travaillons ensemble. Car c'est ensemble qu'il nous faut imaginer et construire le Burkina Faso de demain en s'appuyant sur les fondations. Des mots tirés du premier ouvrage de Lionel Bilgo et déclamés par la crème des artistes slameurs du Burkina Faso à cette soirée de dédicace. Burkina Faso, du rêve à l'action, créons demain, est le titre de l'œuvre qui répond au devoir d'agir, à la liberté de dire et à l'obligation de participer selon son auteur. C'est une soirée de rêve et d'action à laquelle Lionel Bilgo dédie aux différentes générations de la société burkinabé. Pour l'auteur, la chaîne de transmission est en panne et il faut la réparer. Ce livre-là vient nous rappeler que nous n'avons pas le droit d'échouer. Et ça interpelle la génération qui ont pris le pouvoir dans les années 80, qu'ils n'ont pas le droit également d'échouer. Ils doivent faire une transmission de ce qu'ils ont reçu comme valeur, du courage qu'ils avaient quand ils étaient jeunes et quand ils prenaient les rênes de ce pays. Et ce livre vient rappeler tout simplement que c'est possible. C'est possible si eux ont la volonté de transmettre. C'est possible si la jeunesse également a le désir de prendre ce relais-là. Et comme pour répondre au livre « Ma part de vérité », cet ouvrage pour Lionel Bilgo n'est ni pour plaire ni pour déplaire. Il est sa pensée, une pensée qui recommande un repère comme Thomas Sankara pour la jeunesse burkinabé. Nous devons repartir au Burkina que nous étions à l'époque de Thomas Sankara. Parce qu'à ce moment, nous sommes arrivés à être le phare dans le monde où tous les pays avaient les yeux rivés sur nous. Et pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas le faire? Donc il faut repartir à ces bases et cela est possible. À travers le produit que ce jeune nous permet, Lionel nous permet donc de voir, on peut se dire que contrairement à ce qu'on pense, les jeunes sont vraiment l'espoir de demain. Et nous qui sommes des devanciers, nous ne devons pas hésiter à léguer tout ce que nous avons appris. Burkina Faso, du rêve à l'action, créons demain. Faites ainsi une part belle à la jeunesse du Burkina. Mais attention, il ne s'agit pas de passer aveuglément le témoin. Pour un Burkina Faso rayonnant, il faut une jeunesse déterminée de la vie de Lionel Bilgo. 2500 exemplaires ont été imprimés et chaque livre coûte 5000 francs CFA. Quelques notes musicales pour refermer ce journal avec l'artiste musicienne Bibata Nana qui met sur le marché son nouvel album pour faire la promotion des valeurs traditionnelles au profit de la société. L'album composé de 10 titres chantés en moré et en français rend hommage à la tradition et aux dépositaires de nos us et coutumes. Voici pour vous l'instant dédicace avec Daouda Ouattara et Amadou Marcelto. « 27e album pour Nana Bibata. Il Somdé ou bien fait est une combinaison de rythme et de sonorité du terroir. En 10 titres, cette nouvelle œuvre traite de la contribution de la tradition pour une paix sociale. Dans mes chansons, je prône des valeurs relatives au vivre ensemble que nous devons cultiver. Chanté en mouri en français, Yel Somdé, c'est également sa touche salsa et sa tendance urbaine. Bon, kiti mami man woto no wa. Kamna yikdi onongre. Mami le mana me to bange. J'ai fait cette ouverture pour montrer que je suis polyvalente. Prochainement, je ferai même du zouk.
En plus de 30 ans de carrière, l'artiste est par ailleurs, entre autres, 2 fois Koundé du meilleur artiste féminin. Elle est aussi la promotrice de la nuit d'hommage aux autorités coutumières. Et on s'arrête là pour les actualités dans cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina et très bonne reprise de travail pour demain.